Bonsoir, toi. J'espère que tu as été bien sage cette année. Ce n'est visiblement pas le cas de nos amis pyramidiaux qui ont redoublé d'efforts pour nous abreuver de révélations toutes plus abracadabrantesques les unes que les autres. Regardons ça ensemble. Avec cette fin de festival, on peut plus rouler. Première fois que je vois un bouchon à Beaune. Un bouchon à Beaune, c'est un peu normal. Vous êtes un philosophe, vous. Presque. C'est quoi votre métier? J'enseigne la symbologie. Symbologie? C'est un métier, ça? Partie de la philosophie. Celle qui relie le sens au signe. C'est à ce sujet-là que vous allez faire une conférence? Exactement. C'est dans combien de temps? Petite heure. On n'est pas arrivé, hein? Si on va à cette vitesse-là. À 0 à l'heure. Et ouais, c'est comme ça. C'est le temps que prend la vie. Vous savez, j'ai envie de profiter de vous. J'ai jamais rencontré de philosophe, hein. Je suis pas philosophe. Mais si vous aviez une seule chose importante à me dire, on se rencontre et vous me dites la chose importante dont j'ai besoin maintenant, ça serait quoi? En 2 mots? Ouais. Alors en latin, carpe diem. Profite de l'instant. Coucou, je reviens avec un message un petit peu spécial qui me fout un peu le trac à partager parce que je fais un appel aujourd'hui aux magiciens et aux magiciennes. Je vais lancer une action mercredi 11-11 à 11h pour libérer le cœur de la France. Il se trouve qu'au cœur même de la France, au cœur de l'hexagone tel qu'il est dessiné, se trouve une pyramide noire faite de 4 éléments qui a une énergie vraiment dégueulasse, qui a été placée là absolument pas par hasard, que je vois comme un pieu au cœur de ce territoire qui dégueule un truc vraiment noir et visqueux et qui est en train de... qui brouille l'énergie, qui brouille la circulation d'amour en France et par résonance sur la Terre entière. Donc là, vous me voyez en fait sous la pyramide en train de méditer. Voilà. Méditer pourquoi sous une pyramide? En fait, on a beaucoup de bienfaits et beaucoup de choses qui peuvent en fait interagir avec nous et notre corps là, ici physique, mais surtout sur notre corps énergétique. Un exemple, voilà. Il agit aussi sur notre mental. Le fait de vous mettre en fait sous cette pyramide vous déconnecte du mental. Et le fait de vous déconnecter du mental, c'est que vous êtes réceptif à toute information qui est bonne pour vous, venant effectivement de l'échelle cosmique et du divin. Alors ce nombre d'or, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre en fait de la création. C'est le nombre divin. C'est un nombre protecteur, hautement énergétique, qui nous compose aussi dans notre corps humain. On l'a dans notre corps humain. Il est dans nos cellules. Il est surtout représenté aussi sur certaines parties de notre corps. Alors là, je vous présente les 2 pyramides en fait que je fabrique. Vous avez une pyramide de 2 mètres, voilà, celle que vous avez vue tout à l'heure, et une petite pyramide de 50 cm que je vous ai aussi présentée physiquement là tout à l'heure. Et on va développer, on va voir après un petit peu en fait ce qui se passe quand on les utilise. Et là, j'ai vraiment envie de libérer le cœur de la France. J'arrive plus à ignorer cette pyramide et j'arrive plus à savoir qu'elle répand cette énergie-là. Je suis vraiment convaincue que cette pyramide, elle n'est pas là par hasard et le but de cette construction est vraiment néfaste et délibérément néfaste. Je pense que voilà, ceux qui sont au sommet de cette pyramide, la même de Monopoly, dans laquelle on vit, sont très au courant de tout ce qui est énergétique et qui savent très bien pratiquer du vaudou de masse. Donc là, c'est le cas.
tu peux faire passer largement le message. Tu peux aller voir sur une carte et aller voir cette pyramide et te connecter à elle. Et voilà, voir qu'on est en train que le cœur des choses, le cœur de la France a été pourri. Il est en train de moisir et on ne peut pas laisser faire. Coucou, c'est Adeline. Je reviens vous parler de pierre aujourd'hui, mais alors plus particulièrement de forme de pierre. Et j'ai décidé de commencer le premier volume aujourd'hui avec cet amplificateur d'énergie assez exceptionnel qui est la pyramide. Alors la pyramide, elle a cette faculté d'absorber l'énergie, de la restituer dans l'atmosphère. Pour cela, et il faut faire attention, on ne la place pas n'importe comment, il faut que chaque face plate soit en face d'un point cardinal. Donc vous vous armez de votre boussole, et puis vous cherchez le nord et vous mettez votre première face de la pyramide au nord, surtout pas une arête. Les autres points cardinaux suivront logiquement. Donc ça c'est top. Donc là, je crois qu'il y en a beaucoup qui se reconnectent à leur magie chaque jour et c'est génial, on a besoin vraiment de toute la lumière et on est des êtres multidimensionnels avec des pouvoirs infinis et j'ai déjà dit qu'on était immense et qu'on est invincible. Donc pour vous dire que sans rien semer, simplement avec de la terre, en ayant mis la pyramide dessus, elle donne notamment la vie, mais en plus de ça, elle peut nous procréer des remèdes naturels. Et je pense que nos ancêtres de l'Égypte antique l'avaient très bien compris et ils exploitaient cette chose à fond. D'ailleurs, c'est assez exceptionnel, un petit aparté quand même sur les Égyptiens qui ont construit des pyramides il y a des milliers d'années et qui avaient déjà compris cette puissance énergétique. Donc on dit qu'elle vient capter également l'énergie du cosmos, la pyramide. Alors elle va être très efficace. Je vous en parle après. Je vous dis juste à peu près son rayon d'action déjà. Donc une fois que vous l'avez bien positionné face au nord, il faut savoir qu'une pyramide, vous prenez à peu près la taille de sa base. Par exemple, là on a du 4 cm. Vous prenez la taille, normalement c'est écrit quand vous achetez une pyramide quel centimètre elle fait, et vous multipliez par 1,6 pour savoir le champ d'action que ça va produire. Tout simplement. Par exemple, une pyramide de 5 cm, elle va avoir un rayonnement plutôt sur environ 8 mètres. Alors je vous disais, il ne faut surtout pas mettre une arête parce que sinon elle va restituer une énergie négative, notamment si vous les utilisez pour neutraliser des ondes qu'on appelle géopathogènes. Alors pour ceux qui font de la radiesthésie, tout ce qui va être cheminée tellurique, évidemment toutes les ondes électromagnétiques, les box, etc. doivent être absolument contrées. On sait à quel point elles sont nocives pour nous et notamment pour les gens qui ont un taux vibratoire et qui ressentent les énergies plus fortement. Il faut qu'ils se protègent de ces ondes. Alors, qu'est-ce que ça a aussi comme bénéfice sur notre santé? Voilà. Il améliore notre humeur, notre tonus, la qualité de notre sommeil, la concentration, l'oxygénation du tissu, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il pénètre comment? On n'en a pas parlé. Les ions pénètrent à travers notre peau et par la respiration. Voilà. C'est vraiment les deux moyens par lesquels notre corps se nourrit en ions négatifs. Et il nous rendrait aussi moins vulnérables au stress. Donc voilà, c'est pour ça que l'effet que quand vous rentrez dans une pyramide, paf, vous sentez vraiment déconnecté. Ça, c'est la coupe finale de la grande pyramide. C'est-à-dire que vous avez des sortes d'escaliers en bleu. Enfin, moi, je les aperçois en bleu, là. Donc l'intérieur, qui sont tous tout un tas d'étages jusqu'au 26, 27e. Et ensuite, les 6 derniers, pour aller au 33 qui est tout en haut avec une croix dedans. Donc, vous avez 26, 27 étages, plus 6 qui sont donc 27 au 33. Ce qui rappelle évidemment la maçonnerie, le 33e, et le rite égyptien, qui est évidemment pas inspiré de ça, pas tout à fait, puisque ces étages, là, vous allez voir que ce sont des étages pour apprendre la science, mais pas seulement. Sur cette coupe finale, ce qui est hyper important et ce qui explique pourquoi il y a une coiffe autour, vous voyez à l'extérieur,
Il y a une coiffe. Alors, il y a 2 tracés parce que vous savez, comme moi, normalement, vous avez enregistré qu'il y avait 8 faces à cette pyramide. Elle était concave. À l'intérieur de chaque pan, il y avait une arête. Cette arête s'explique par la présence d'une rampe pour accéder au 6e étage, qui est matérialisée ici. Rampe d'accès 6e. On y accédait comme ça, dans cette pyramide. Entre autres, comme ça, par une rampe d'accès. Et par une porte qui était sous la rampe d'accès. Alors là, on ne voit pas très bien. Le schéma, je ne sais plus où je l'ai mis, je n'ai pas retrouvé. Mais il y avait une rampe d'accès qui partait d'une tour carrée. Et cette rampe d'accès, elle accédait donc au 6e. Ça a son importance, je vous expliquerai tout à l'heure. Si vous voulez l'utiliser sur vos chakras, cette petite pyramide, parce qu'elle est très efficace aussi quand on a des chakras, notamment très très encrassés. Je vous rappelle qu'un chakra, il peut être malade, mais de différentes manières. S'il est sale ou qu'il a des débris karmiques, il est bien évident qu'il a besoin qu'on lui absorbe son énergie négative. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien le positionner sur votre chakra, face évidemment. Alors attendez, je vais prendre par exemple l'aventurine. Une petite pyramide d'aventurine, vous la posez comme ça, à la pointe vers le haut, sur votre cœur. Par exemple, si c'est celui-là qui a un petit souci, lors de méditation, évidemment, c'est mieux. Depuis quelques années, le concept d'orgone fut décliné en de petits objets en résine contenant des matières organiques ou non organiques. Il a également été découvert que si l'on ajoute un cristal dans la résine de ces objets, les charges négatives deviennent positives. Ces objets, on les appelle des orgonites. Placés dans un foyer, ces orgonites agissent comme des capteurs de négativité et des distilleurs de positivité. De plus en plus de personnes les utilisent pour annuler les ondes électromagnétiques émises par les antennes relais pour portables et tous les objets du quotidien qui nous perturbent sans que nous ne le ressentions réellement. Ce coussin maléfique, créé par les ondes, pourrait même agir au niveau cellulaire. Et l'on ne s'en rend compte que lorsque l'on s'en éloigne pour n'être qu'en contact avec Mère Nature. Alors, par ailleurs, à l'intérieur de cette pyramide, et vous allez le voir dans les coupes, je vous montre tout de suite, j'espère que vous le verrez assez bien. Alors, faites pas attention à gauche de cette figure qui représente les cheminées carrées, vous voyez, tout ce qui sort dans la pyramide. Alors, à gauche, il manque quelques dessins parce que tout est symétrique, évidemment. Ça fait penser à Vishnu ou à quelconque divinité. En fait, ça représente donc des tubes énergétiques qui permettent. Vous avez un grand couloir en bas, une grande salle marquée. Qu'est-ce qui est marqué d'ailleurs? Réservoir astéroïde. Je vais vous montrer la coupe. La puissance des astéroïdes remonte dans les tubes, dans les cheminées, et permet d'obtenir l'antimatière. Voilà, alors Jean Simple est parti du principe que ces bâtisseurs ont construit une pyramide. Bon, ils ne l'ont pas construite parce qu'ils s'emmerdaient, ou le pharaon ne savait pas quoi donner à faire à ses ouvriers, non. Ils ont construit déjà cette pyramide de Khéops. Jean Simple parle de cette théorie où cette pyramide a été construite à la postérité de l'humanité. D'accord? Donc, c'est un monument qui a été construit pour être vu, voilà, de très loin. Un monument qui a été construit, qui est très massif aussi, parce que quand on le voit, on est déjà impressionné par sa hauteur. Mais moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est sa masse, cette masse qu'elle représente. D'accord? Et Jean Simple est parti du principe que tout le message qui doit être contenu par ce monument qui a été laissé pour l'humanité, à la vue de tout le monde, pour toutes les personnes qui veulent connaître la vérité de ce qu'ils ont vécu. Donc, il est parti du principe que le message était contenu dans cette pyramide de Khéops. Mais ce qui m'a amusé en même temps, c'était dans sa théorie toute première, où il a vu la chambre de la reine, d'accord? Et la chambre de la reine, quand on la voit en coupe, bon, c'est parce qu'on n'a pas de photo, on a tout simplement une petite maison avec un toit, d'accord? Et c'est son fils, c'est le fils de Jean Simple, en voyant le plan de cette pyramide, il lui a dit tout simplement, mais papa, c'est une maison. Cela représente une maison. Voilà. Et sa théorie, voilà, a démarré de cette fameuse chambre, la plus basse, dite de la reine, qui a été considérée comme une maison. Étant donné que la médecine énergétique
et difficilement mesurable, il n'est pas possible de quantifier l'efficacité des orgonites. Les sceptiques y ricaneront, mais il n'en reste pas moins vrai que si l'on s'éloigne de toute pollution moderne mentionnée il y a quelques secondes, nous basculons dans une sérénité disparue. Et quand bien même, quel mal y aurait-il à simplement essayer ou y croire ? Les réactions épidermiques que cela peut engendrer demeurent étonnantes, car finalement, nous serions soit face à des petites bribes de miracles ponctuels, ou au pire, face à un effet placebo, qui ne fait ni de mal ni de tort, bien que l'étude des Allemands dans les années 80 ait bien spécifié que l'activation des systèmes parasympathiques et neuroendocriniens ne saurait être attribuée à quelconque effet placebo. Voilà, vous pouvez bénéficier de ces bienfaits, vous pouvez la placer sous le lit. Alors évidemment, il faut comprendre que là, elle vient restituer par ici. Donc, une pyramide d'améthyste, par exemple, ou de quartz rose, quelque chose pour vous aider à dormir, vous la placez sous le matelas. Elle va diffuser en rayonnement vers la hauteur, comme ceci. Voilà, donc pour les chakras, vous choisissez forcément une couleur associée aux chakras. Pour le sommeil, tout ce qui est améthyste, quartz rose, voilà. Pour la concentration aussi, vous pouvez très bien l'utiliser sous le bureau. Dans ce cas-là, toujours pareil, améthyste, lapis lazuli, etc. pour les différentes pierres. N'oubliez pas que c'est une forme qui absorbe, et c'est le principe beaucoup. Du coup, à chaque fois que vous allez l'utiliser en travail, alors si c'est sur vous-même, vous la nettoyez directement après le travail effectué, de façon à la vider et reprendre une bonne énergie. Si vous l'utilisez dans un environnement, que ce soit votre chambre pour dormir, dans votre maison pour neutraliser, etc., les ondes électromagnétiques, il est très important de purifier votre pièce avant. Je vous rappelle qu'elle absorbe d'abord tout ce qui est négatif pour le diffuser. Voilà. Tout ça, ce sont les cheminées qui permettent d'obtenir l'antigravité et donc d'obtenir des pierres qui, au lieu de 2 tonnes, pèsent divisé par 23, donc un peu moins de 100 kilos. Donc, on a travaillé ensemble là-dessus et on s'est aperçu au fur et à mesure, alors ça peut paraître insensé, pour certains ça paraît aussi insensé, que la pyramide de Khéops, en fait, représente, si la pyramide de Khéops est une représentation géométrique de notre Terre, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, ces bâtisseurs ont construit ce monument, il est tout simplement une représentation géométrique de notre Terre, même si dans sa forme, il ne l'est pas, mais il donne un petit peu les dimensions itinérantes de notre globe. On s'est dit tout simplement, est-ce que cette pyramide ne serait pas non plus une carte? Alors, le sujet est très intéressant par rapport aux Atlantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a tous l'erreur de se dire que l'être humain, à l'époque, n'était pas intelligent. Ah ben si, effectivement, ils étaient canalisés et la preuve, même avant les Atlantes, maintenant, on commence à se rendre compte qu'il y avait des peuples qui étaient déjà là bien avant et qui avaient des technologies assez poussées. Là, on vient de découvrir effectivement le site de Globotype TP, voilà, si je parle bien, en fait, qui daterait de peut-être 30 000 ans. Les Atlantes, on parle de 10 000 ans. Donc, des peuples qui étaient déjà là bien avant, qui avaient une technologie de construction déjà bien avancée, avec des empilements de pierres, on ne pouvait pas passer une lame de rasoir entre. Voilà. Et ça, je ne fais pas de détails, ça, vous l'avez déjà entendu parler. Petit rituel, vous pouvez également utiliser les pyramides pour exaucer vos vœux. Dans ce cas-là, il suffit de prendre un papier sur lequel vous écrivez votre vœu, bien le plier de façon à ce que ça fasse la base de votre pyramide. Faut pas que le papier dépasse, faut pas que... Voilà. Et vous le laissez là 3 à 7 jours. Allez, 5 à 7. Puis vous récupérez ce petit bout de papier que vous allez brûler sans la rouvrir. Et puis partez du principe que ça a fonctionné et laissez venir les choses. Voilà, tout simplement. Une autre fois, je vous montrerai les sous-sols, les 23 étages, et les sous-sols aussi du Sphinx, en plus en détail avec des images. Concernant les 23 étages du dessous, ils arrivent au 23e sur des astéroïdes qui permettent donc de multiplier la force antigravitationnelle. Donc, curieusement, ce méridien de Greenwich a été considéré comme méridien 0, voilà, et nous mène en longitude à cette pyramide de Gizeh, qui est sur une longitude de 31 degrés plus loin. Donc, toute cette histoire
toute cette histoire, toute cette théorie tourne autour du méridien de Greenwich que l'on croit arbitraire, bien que non. Hein. Donc voilà, alors on essaye un petit peu, on a étayé dans notre site un petit peu, mettre en avant un petit peu ce méridien qui a une très très longue histoire. Donc voilà un petit peu pour dégrossir, pour résumer un petit peu d'où est partie cette théorie de l'Antarctique étant considéré comme un continent ayant, hébergé ou accueilli la civilisation Atlante, qui a été, bousculée, détruite par un déluge il y a environ 9000 ans, avant notre ère. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a cette faction qui était beaucoup plus spirituelle, qui a commencé en fait à s'écarter de la faction qui était un peu plus matérielle des choses. Parce qu'effectivement, comme Anatole vous l'a expliqué, cette faction-là était là à but d'exploiter l'aspect matériel des choses et l'énergie afin de l'utiliser afin de dominer ou de faire beaucoup de choses. Ce qui fait que cette technologie leur a échappé à un moment donné. C'est-à-dire qu'à vouloir essayer de contrôler quelque chose qui est supérieur à nous, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'à arriver à un certain niveau, on ne peut plus contrôler les choses et que là, on est vraiment dépassé par les événements. Et c'est ce qui s'est passé que, à cette époque-là, voilà, on parle de ça il y a 10 000 ans, une grande explosion s'est passée et un déluge, en fait, est arrivé et a recouvert à peu près pratiquement toute la Terre. Ce que j'oubliais de dire, effectivement, c'est que la pyramide, les 3 pyramides, même les 4, il y en a une qui a disparu sur le plateau, les 4 étaient encerclés par une cage de Faraday, donc un ensemble de mégalithes provenant d'astéroïdes permettant l'antigravité donc et l'antimatière. OK? Donc, niveau 2, 1, 2, 3, bibliothèque. Donc, tous ces murs, en fait, sont gravés. Et croyez-moi que les Napoléon & Co., ils le savent, ils l'ont su. Ils ont pénétré dans ces trucs-là. Mais l'Arche d'Alliance n'étant plus là, donc l'astéroïde majeur n'étant plus là, ils n'avaient pas forcément la lumière à tous les étages, c'est le moins qu'on puisse dire de ce salaud. D'après certains chercheurs, seules les cultures très anciennes auraient compris ce langage et ces symboles. Car ces cultures seraient originaires de l'ancienne civilisation dite de l'Atlantide. Mais voilà, aujourd'hui, l'étude de l'Atlantide et des anciennes cultures est officieusement proscrite. Ah oui, et pourquoi? À cause d'une idéologie qui suit les principes de l'Inquisition. L'Inquisition religieuse avait sciemment effacé la majeure partie du passé de l'humanité. Aujourd'hui, ces connaissances perdues n'ont toujours pas été retrouvées. L'humanité ne s'est toujours pas remise de l'Inquisition. Notamment parce qu'elle fut mondiale, cette Inquisition. Et que partout sur Terre, où il y avait des monuments liés à cette ancienne civilisation dite de l'Atlantide, il y a eu Inquisition. Pas étonnant donc que ces temples soient qualifiés de mystérieux. C'est l'Inquisition qui est responsable de ces mystères. Je voulais en savoir plus. Inspiré par Oleg, ce jeune chercheur qui avait déjà fait de nombreuses découvertes, je le choisissais comme éclaireur dans ma quête de vérité. Cette carte représenterait visiblement quelque chose de bien plus complexe. Par rapport justement à notre monde. À moins que tu veuilles le garder un petit peu pour la fin, c'est comme tu veux. Non, je vais vous l'expliquer de toute manière, parce que bon, cette carte est dans notre site. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, on prend la pyramide de Khéops, parce qu'on travaille dessus. La pyramide de Khéops n'a pas qu'une seule fonction. Hein. Il serait idiot de penser que la pyramide de Khéops, si elle représente la Terre, il n'y a plus rien d'autre à côté. Non, cette pyramide a plusieurs fonctions et nous délivre plusieurs aspects, qui soient scientifiques, qui soient archéologiques. Enfin, bref, elle a plusieurs fonctions et pourquoi pas, on va peut-être sortir une ineptie, comme cette fameuse chambre de la reine vue en coupe représentant la maison. On s'est dit, mais pourquoi pas, pourquoi elle ne représenterait pas une carte de la Terre, voilà. Donc, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé un petit peu de projeter, par rapport à cette pyramide, de la projeter en tant que méridien ou longitude. On a fait une carte tout simplement géographique par rapport à cette pyramide, qu'elle soit vue, en aspect miroir. Hein, voilà, pour avoir un losange, hein, où on a la partie haute qui est la partie nord et la partie nord de notre Terre et l'aspect sud en aspect miroir qui sera l'hémisphère sud de notre Terre.
Et puis, étrangement, on est encore une fois tombé par rapport à cette carte qu'on avait définie au terme de, vis-à-vis de cette pyramide en longitude et latitude, on est tombé sur le continent de l'Arctique. Les pyramides, tu l'as très bien évoqué, elles ne sont pas placées là où elles sont par hasard. Il y a même des pyramides cachées dans le monde. Hein. Là, on vient de découvrir qu'au large de la Chine, il y a des pyramides souterraines. Un peu partout dans le monde, voilà, l'île de la Réunion, vous avez des pyramides. Vous avez des pyramides partout dans le monde. Ces pyramides-là, vous voyez qu'elles sont placées, en fait, comme je vous disais, à des endroits stratégiques. C'est pas par hasard. À ces endroits-là, si vous faites la relation entre ce qui se passe dans l'intra-terre, il y a des vortex des énergies qui remontent dans la Terre et qui passent exactement aux emplacements de ces pyramides. Donc, elles font la relation entre les énergies de la Terre et les énergies cosmiques. D'accord? Et je pense que si on fait la relation entre toutes les pyramides qu'on a autour du monde et qu'on fait une relation de ces pyramides, c'est ma théorie, hein, c'est ce que je pense moi, on crée une grille énergétique. Et donc le 21, donc au-dessus de l'acoustique, le 21, c'est, alors là vous avez encore vu de dessus le grand couloir en fait où il y a l'acoustique, et vous avez aussi dans l'axe à gauche, à droite, en haut, en bas, ce qu'on appelle la chambre du roi, où ils en ont trouvé qu'une, évidemment, mais il y en a 4. Il y en a 4. Et ce n'est pas la chambre du roi, c'est un endroit où il y avait aussi un fragment d'astéroïde. Et ce fragment d'astéroïde, par rapport à ce que je vous ai montré de la chambre, de la réserve d'astéroïdes en sous-sol, elle est décalée à 45 degrés. Et comme elle est décalée à 45 degrés, ça permet d'obtenir le courant quadriphasé et donc une fréquence au milieu de 0,2 Hz, c'est-à-dire la fréquence supersonique pour les avions et les trains. En tant que chercheur indépendant, quand j'ai commencé à faire des rapprochements entre la culture celto-nordique et les pyramides, ce qui revient à prendre la route du Nord, hein, je me suis fait agresser verbalement, intimider, parfois même menacé par une armée de trolls sans visage qui occupent les réseaux sociaux. J'avais invité quelques confrères à prendre la route du Nord avec moi, à chevaucher Sleipnir. Ils ont rapidement fait demi-tour. Cédant à la pression des trolls, ils ont quitté la route du Nord et j'ai dû continuer seul. En réalité, tout existe en permanence dans tous les mondes, dans une mémoire qui est en évolution, mais qui se rend compte elle-même, parce que la matière morte, ça n'existe pas. Et ce qui est assez incroyable, et ce qui montre bien que tout ça, c'est des farfelus, les hommes, c'est qu'aujourd'hui, ils le savent tout ça. Parce que vous avez la physique quantique, moi je ne suis pas un expert, je m'en fous royalement de leur truc. Je ne sais pas comment vous dire, voilà, c'est un oiseau qui a fait une crotte sur un arbre. Voilà, c'est un physicien quantique. Voilà. On a découvert quelque chose, en plus il est persuadé que c'est nouveau. Alors que c'est connu depuis des siècles et des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne nos offenses, délivre-nous du mal. C'est le Christ qui a inventé cette prière. Elle est là. Chers amis internautes, bonjour, je suis Thierry Jamin de l'Institut Aguirre Cusco. Nous sommes le mardi 18 mai 2021. Alors mes très chers amis, vous avez été, je ne vais pas dire nombreux, mais plusieurs d'entre vous m'ont contacté via ma page internet de Facebook pour me signaler un article qui était paru dimanche ou lundi, c'est-à-dire hier, à propos d'une expédition qui s'organiserait par une personne que je nommerai pas du sud de la France et qui publie flash spécial, c'est officiel, Paititi, la dernière capitale inca, a été retrouvée de manière formelle. Je prépare une émission sur le sujet qui vous expliquera, etc., etc.
Alors, je voulais simplement vous mettre en garde des fausses nouvelles, des fausses informations et surtout des escrocs et des gros mythomanes, ce qui est le cas malheureusement de cette personne. J'ai moi-même eu affaire à cette personne que je ne nommerai pas en 2006. Et d'ailleurs, il avait cherché à me recruter entre parenthèses pour rejoindre son équipe entre guillemets de bras cassés sans guillemets. Pourquoi il y a des pyramides partout? Parce qu'en réalité, pourquoi donc partout? Parce que les pyramides, alors en dehors de celle-là qui est initiatique, la majorité des pyramides, c'est pour pouvoir se réfugier dedans par rapport à l'eau. Et donc se réfugier pendant l'Apocalypse par l'eau, ce qui pourrait donner le nom par équivalence d'Atlante, mais sans que ce soit un concept débile et futuriste, quoi. Ça n'a rien à voir. Et puis donc la pyramide majeure d'un des cycles précédents, c'est à Treurantuck, au Jardin des Moines, où se trouvent Néfertiti et Akhenaton. Tout comme il y en a une importante aussi dans la forêt de Grala, avec Toutankhamon et Toutankhaton, les jumeaux. Encore une fois, méfiez-vous parce que c'est un gros mythomane qui n'a jamais mis les pieds au Pérou, qui je ne sais même pas s'il sait comment on tient une machette, et s'il est allé une fois en forêt amazonienne, c'était dans sa tête. Hein. Donc il prétend vouloir organiser une expédition en 2023. Alors évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. On est en démocratie. Ce qui me gêne un peu plus, c'est qu'il sollicite les internautes pour financer cette opération. Alors, mes chers amis internautes, encore une fois, vous êtes adultes, vous êtes majeurs, vous êtes libres de mettre votre argent là où vous voulez, mais là, je peux vous garantir que ce sera en pure perte. Voilà. Tout le monde connaît les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Il y a une relation de polarité entre le feu de Gizeh et l'eau de Newgrange. Commençons par l'Égypte. Le feu est représenté par un triangle qui pointe en haut ou par un solide de type pyramidal, comme dans les solides de Platon. Chaque pyramide représente l'élément feu, élément symbolisé par le triangle pointant en haut, figuré par chacune de ces pyramides. Le climat est chaud et sec en Égypte, donc l'Égypte est feu. Le feu est lié au soleil et au masculin. L'eau maintenant, elle est représentée par un cercle, un rond, par la lettre O. C'est l'eau de l'eau. Le cercle est féminin face au triangle masculin. Le morne représente l'élément eau, élément symbolisé par le cercle, lui-même figuré par le morne. L'Irlande est un pays humide, c'est un climat d'eau. L'eau est liée à la lune. On a donc une parfaite polarité, non seulement entre les édifices, mais aussi entre les climats. Voilà, dans quelques semaines, quoi qu'il en soit, vous devriez découvrir des images absolument inédites de la très probable localisation de cette grande cité perdue, la mirobolante cité de Paititi, comme on dit. Nous allons également profiter de cette occasion pour dire aux internautes, faites très attention à certaines personnes qui actuellement prétendent vouloir organiser une expédition sur Paititi en 2023, qui pensent l'avoir localisé, etc., etc. Il s'agit de gros mythomanes et donc internautes, chers amis, faites attention, ne donnez pas votre argent à n'importe qui. Et je pense que vous pouvez faire confiance à l'Institut Inkari. Donc voilà, un message d'amitié. On vous embrasse depuis Cusco. Et prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao les amis. Il va bien falloir à un moment donné que je passe le bâton, le relais à quelqu'un, peut-être l'un d'entre vous. Et ce sera cette personne qui ira vérifier sur place. Moi, je suis tout à fait disposé à porter aide et assistance à tout groupe de jeunes explorateurs qui voudraient faire des choses et qui ont besoin simplement de l'expérience d'un ancien pour savoir en gros comment on fait. Mais si je peux vous aider, je le ferai à chaque fois et j'apporterai systématiquement de l'aide à toute personne qui est là pour lever le voile sur les origines de l'homme et de ses civilisations.
C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec le découvreur relatif à Paititi. Mais on n'en parle pas ce soir. Hors de question. On a des choses plus intéressantes et c'est très long déjà tout ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce que je regarde ici? Claudia, juste un avertissement et parce qu'on se connaît. Ne recommence pas ce que tu as fait. Fin du commentaire. Tu sais très bien, Claudia, de quoi je parle. Voilà. Ben oui, vous insistez, les enfants, hein, vous insistez. Claudia, je te conseille de pas trop insister parce qu'il y a 2 modos là qui vont te prendre en cible et tu vas dégager, mais alors définitivement. Donc, je te conseille de faire ce qu'on te dit et d'obéir quand on te dit de ne pas communiquer sur des choses sur lesquelles j'ai pas envie de communiquer. Je ne me compare pas à cet Olibrius, comme dit Henri. Je ne me compare pas. On a ni les mêmes valeurs, ni les mêmes, la même manière de penser, ni la même manière de faire. Moi, je vis pas de l'argent public. Je suis un professionnel. J'ai un salaire. Je suis payé par ma société. Je fais des travaux pour des clients. J'ai rien à voir avec ce guignol. C'est tout ce que j'ai à dire. Et j'aimerais bien que ça s'arrête. Et je demande au modo que le prochain qui parle de Paititi, vous me le dégagez qui que ce soit. Point. Voilà, alors... mais non, mais c'est normal, Patrick. C'est normal. Je veux dire, les gens comprennent pas. Henri comprend pas non plus. Je vais finir par croire, Henri, que tu es un peu sénile. Quand on dit une chose, il faut comprendre. Vous êtes sur mes pages. Vous êtes sur ma page. Vous êtes dans mon émission. Mon émission. Je la dirige comme je le veux, pas comme vous voulez que je la dirige. Sinon, je ne peux pas transférer de savoir. Je vais pas être dans l'opposition. Ça vous fait plaisir de savoir que ce guignol bave sur moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Arrêtez de m'en parler, nom de Dieu. Et Henri, je te préviens, prochaine fois, tu dégages définitivement. Est-ce que c'est clair? Voilà, je veux dire, quand j'aurai besoin de parler de ces choses-là, j'en parlerai. Mais je l'ai déjà dit, et je le répète. Le jour où j'en parlerai, il y aura une émission qui sera faite, et je viendrai avec un document qui s'appelle la validation de la découverte, texte d'entrée UNESCO. Jusque-là, vous me lâchez les baskets, est-ce qu'on est clair? Voilà. Tu as bien raison, Patrick, de temps en temps, faut remettre une couche parce qu'il y en a qui ont 2 de QI dans ce machin, et moi je peux pas faire d'émissions pour des gens qui ont 2 de QI. Il faut avoir un minimum d'intellect pour participer à mes émissions, car j'ai horreur de diffuser des informations à des cons. Est-ce que c'est clair? Merci. Alors, c'est hyper important. C'est certainement aussi le cas du Mont-Saint-Michel, l'air de rien, avec ces pierres qui sont venues de nulle part. Mais dans des cages de Faraday, on fait ce qu'on veut en réalité. C'est pour ça que Machu Picchu a été créé. Et c'est pour ça que plein d'autres endroits. Pourquoi il y a des grosses pierres? Parce qu'il y a une cage de Faraday qui est faite avec les astéroïdes, la pierre philosophale. Donc cette pyramide, encore une fois, coupe finale, que j'ai déjà publié 1000 fois, ou 50 fois, encore une fois, c'est vraiment l'idée d'apprentissage. Et ça, évidemment que nos amis pourris y ont eu accès. Mais pas de bol, l'arche, elle avait déjà été piquée. Elle avait déjà été protégée, embarquée pour éviter justement ces conneries. Heureusement. En fait, cette arche, voilà, elle a permis, en l'enlevant, elle permet de désactiver le système, en fait, entre les astéroïdes du bas, l'astéroïde du haut. Mais il en faut un au milieu. Et le un au milieu, ça rappelle le sablier. Mais un sablier qui est légèrement tordu, torsadé, à 45 degrés par rapport à du haut, le haut par rapport au bas, qui permet d'avoir un courant quadriphasé. Et je l'ai dit déjà, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils le savent. Je ne parle pas sans savoir. Je ne parle pas sans savoir. Je parle que de choses dont je suis absolument sûr. Donc, j'aide quelqu'un pour l'instant, qui n'est ni archéologue, ni aventurier, ni même historien, qui est un jeune, hyper doué, visiblement très timide, visiblement très introverti, mais je vais vous dire une chose, et c'est ce que je pense.
c'est un véritable génie. Et même moi, baroudeur, mercenaire, aventurier, 80 pays explorés, 2 fois et demi le tour du monde, je m'incline devant ce jeune. Il a réussi à nous mettre tous minables. Tout aventurier qu'on est tous, on est passé pour des minables. Parce que ce gars, il a mis 10 ans. Il l'a trouvé. Il y a des guignols qui courent depuis 95, ils n'ont toujours rien trouvé. Et pire, beaucoup de choses que ce guignol affirme. Moi, je vous ai mis en ligne, sur ma page, l'historique complet des découvertes faites, déclarées à l'UNESCO, par des explorateurs certifiés, reconnus, agréés. Cherchez jamais dedans, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous voulez plus d'informations, adressez-vous à l'UNESCO. On est d'accord? On peut peut-être continuer maintenant? Merci. Bah juste pour en fait faire parler la magie des nombres comme Fabien sait le faire très, très bien, je vais juste parce que j'ai fait marcher la guématrie en table de 9. Et il faut savoir que Jean Simple correspond à 981. Et Fabien Pardo correspond à 819. On retrouve exactement les mêmes chiffres, en fait, mais dans un désordre. Et il faut savoir que... Ouais. Donc, Jean Simple, je répète, Jean Simple, c'est 981. Et Fabien Pardo, c'est 819. Et voilà. Et écoutez bien la suite. J'ai tapé pyramide Apocalypsia. Donc, vous enlevez le 9 de Fabien et de Jean. D'accord? On retrouve donc le 81 d'un côté et le 80 d'un côté et le 81 de l'autre. D'accord? Vous les inversez et pyramide Apocalypsia égale 1881. C'est-à-dire qu'en enlevant le 9, on retrouve exactement en mode miroir inversé, si on laisse le 80 des deux côtés chez Fabien et chez Jean, on retrouve exactement le même nombre en miroir inversé, à savoir 1881. Et c'est pas anodin ces chiffres-là, puisque on retombe sur ce que Fabien expliquait. Le 1, c'est l'unité, et symboliquement, le 8, c'est le cycle de la vie et le cycle de l'infini sur lequel on vit actuellement, que ce soit sur le terrestre ou le céleste. Je le redis encore publiquement au cours de cette émission. Je n'ai jamais recherché Paititi, ni maintenant, ni avant. Je n'ai d'ailleurs jamais cherché de cité perdue en Amérique du Sud, jamais. Par contre, j'ai fait de la jungle et j'ai fait de l'Amazonie, mais pour d'autres raisons. J'ai fréquenté des jungles un petit peu plus tendues qui font passer l'Amazonie pour un pique-nique. Hein. C'est notamment les jungles birmanes et les jungles d'Indonésie qui sont un petit peu plus coton et d'Asie un petit peu plus coton que l'Amazonie. Hein, je vous le dis franchement. Je n'ai jamais dit que j'avais découvert Paititi. Donc il faut que vous l'entendiez bien. Je ne l'ai jamais dit, et vous pouvez lire mes messages depuis le début, depuis l'annonce de la découverte de Paititi. Je n'ai jamais prétendu avoir découvert Paititi. Par contre, j'affirme, je vous le dis publiquement, j'affirme que Paititi a été retrouvé. J'affirme que le découvreur qui a fait ça, et qui n'est même pas un explorateur, et qui vit, je dirais, qui ne voyage pas, mais qui a tissé un réseau de connexion avec des gens incroyables et qui a un esprit d'analyse qui me rappelle Franck. Son dossier, je l'ai lu. Je l'ai fait lire à d'autres personnes qui sont des spécialistes de l'Amérique précolombienne. Il a bluffé tout le monde, c'est tout. Et tous les éléments qu'il a donnés, ça représente 70 pages le rapport, c'est pas de la merde. Alors vous allez me dire, il a mis 10 ans pour le pondre, mais il n'y a aucun moyen de contrecarrer les éléments qu'il donne, et tous les éléments qu'il donne attestent de l'existence de manière indéniable de Paititi, là où lui, il dit qu'elle est. C'est la raison pour laquelle je lui apporte mon concours, parce que le problème de ce découvreur, c'est qu'il ne sait pas non plus le roi de l'orthographe, de la syntaxe et de l'art de mettre en évidence un rapport, mais encore faudrait-il qu'il ait déjà fait un rapport d'exploration ou de découverte, c'est la première fois. Donc je le fais pour lui, gracieusement, je ne suis même pas payé pour ça. Je le fais par plaisir, je le fais parce que c'est un ami, je le fais parce que je le connais depuis 2013.
Je le fais parce que, contrairement à d'autres, il a eu mon écoute et que, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais retiré la couverture. M'appelez pas Jacques Grimaud, m'insultez pas s'il vous plaît. Et m'appelez pas Jamin qui s'invente des découvertes qu'il n'a jamais faites et dont l'UNESCO prouve qu'elles ont été faites bien avant lui. Donc, encore une fois, c'est une forme de Grimaud, notre ami Jamin. Donc, après, il fait comme il veut. Il peut dire ce qu'il veut sur moi, j'en ai rien à cirer. Pour moi, il est peanuts. Et le truc le plus important, c'est que cette découverte va être validée. Elle va être validée parce que le dossier va être remis à l'UNESCO, qui va lui-même analyser. Donc vous pensez bien que si l'UNESCO valide la découverte, c'est l'UNESCO, nom de Dieu, c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Si ils disent ça roule, il pourra raconter ce qu'il veut, jamais ça roule. Et moi je vous dis que ça roule dès maintenant. Je le sais. Alors je vais juste mettre en forme parce que le pire qui pourrait arriver à ce découvreur, c'est qu'à travers son orthographe un petit peu légère, son vocabulaire, sa syntaxe, qui ont besoin de certaines réécritures pour que ça soit, sans déformer le rapport, s'entend bien, pour que ça soit cohérent. Son dossier, c'est une lettre à la poste. Ça pas le premier dossier, c'est pas le premier rapport que je fais à l'UNESCO. Son rapport dépasse de très loin les miens. Et moi, j'ai été entendu par l'UNESCO, alors vous imaginez lui. Alors dans le passé lointain dont je vous parle, vous aviez des hommes et des femmes qui vivaient dans des temples et ces hommes étaient comme des prêtres, c'était des prêtres, ils étaient consacrés et effectivement ils étaient capables de mettre certains hommes et de charger les vertèbres. Comme vous pouvez vous entraîner à mettre des forces dans des pierres, alors ces hommes étaient capables de fermer et d'ouvrir des portes pour fermer et préparer l'homme. Et c'est la science que Michael veut nous amener. Il dépasse de très loin, de 10 longueurs. Il a épaté tout le monde. J'avais un autre explorateur avec moi cet après-midi qui est venu voir de près le rapport de... Il est resté tout autant épaté que moi, il m'a dit c'est dingue ton truc, mais là, il faut reconnaître que le gamin c'est une bête. Voilà, c'est tout. Donc je déclare, Paititi effectivement est trouvé, Jamin peut remballer ses affaires, hein, il est au chômage, ou alors il va se trouver une autre cité, mais celle-là c'est trop tard, et comme c'est la plus grande, ben, je crois qu'il vaut mieux qu'il rentre à Toulouse. Et puis, de l'autre côté, du côté de ce découvreur, ben, ça va être quelque chose de formidable pour lui, même s'il le craint, parce qu'il est très timide, introverti, qui recherche ni la gloire, ni la reconnaissance, ni même les dollars. Ceci dit, il aura, comme tout le monde, une prime à la découverte. Après, c'est tant mieux pour lui, parce que vu que tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il a sacrifié dedans, et tous les emmerdes qu'il a eu divers et variés à cause de sa passion, je trouve que le minimum, ce serait quand même que tout ça lui soit reconnu. Moi, après, là-dedans, dans l'histoire de la découverte de Paititi, j'apparaîtrai en 2 lignes en disant qu'en gros, c'est moi qui ai mis en forme le rapport. Fabuleux. Voilà. Mais je suis très fier de l'aider. Moi, je suis très fier d'aider mes amis, en fait. Voilà. Et je suis dans le partage. Je rappelle à tous que je suis un antédiluvien. C'est-à-dire que pour moi, les connaissances, le savoir, ça se partage. Ça se transmet. On se doit, et c'est pas Greg qui me dira le contraire, on se doit à la vérité, on doit donner la vérité, on doit être impartial avec la vérité, on doit informer tout le monde, donner de l'espoir, mais à partir de choses tangibles, pas à partir de rêves. Voilà. Et puis, de faire les choses en bonne et due forme. Alors après, que je me fasse tirer dessus pour une découverte déclarée que j'ai jamais déclarée, ça me fait rire, excusez-moi. Et au niveau de cette découverte, eh ben pour moi, c'est juste une anecdote. J'ai trouvé enthousiasmant qu'elle ait été retrouvée et je me suis mis en devoir de vous informer qu'elle avait été retrouvée parce que c'est une grande nouvelle. C'est la plus grande et la dernière capitale de l'Empire Inca. C'est quand même pas rien. Voilà. C'était important que vous le sachiez. J'ai toujours été transparent avec vous, le public. Vous le savez. Enfin, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que j'aurais... Et puis, vous me connaissez, fermer ma gueule, moi, devant... je craque pas devant des Illuminati, vous voulez que j'ai peur d'annoncer la découverte de Paititi. Faut pas rêver, quoi. Voilà, donc, voilà, je suis content pour tout le monde. Et vous aurez des informations, je vous le promets, au moment
où la découverte de Paititi sera validée. Il faudra transmettre au gouvernement péruvien la découverte, mais c'est l'UNESCO qui se tapera ce travail. À partir de là, je pense que le gouvernement mettra en sécurité l'endroit, parce que c'est quand même un endroit qui, pour l'instant, est tellement loin de tout qu'il n'a pas subi le moindre pillage d'après les photos satellites que j'ai, qui m'a fourni ce découvreur. Et croyez-moi, la cité de Paititi, c'est pas 2 murets et 3 machins, hein. C'est carrément Angkor Wat avant qu'on la dégage de sa végétation, hein. C'est immense. Ça doit être à peu près aussi grand que la ville dans laquelle j'habite en ce moment. Donc, voilà. Et quand ce sera sécurisé, je pourrai en parler. Je pourrai en parler, je vais lui demander d'en parler. Déjà, il m'a dit non. Quand je lui ai dit, mais c'est toi qui l'as découvert. Il dit, non, mais c'est à toi de parler, c'est toi l'explorateur. Je fais, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Il me dit, ouais, d'accord, mais bon, moi, je veux pas être devant le public, je veux pas être emmerdé, je veux avoir ma vie, je veux la conserver, je suis tranquille dans ma life, je veux pas être harcelé à la maison, je veux pas, voilà, les plateaux de télé, ça m'intéresse pas, et puis de toute façon, je vais leur parler de trucs qui vont rien comprendre, ces journalistes. Alors, ceci dit, il pourrait pas leur donner tort à lui. Et donc, voilà, j'ai dit, mais écoute, on verra ça le moment venu, hein. Voilà, mais à partir de là, je pourrais en parler, je pourrais rendre public le rapport, puisque c'est moi qui aurais mis la mise en forme et qui l'aurais parrainé. Donc à partir de ce moment-là, toutes les photographies, mes enfants, toute l'histoire de la découverte, j'en ferai une émission, c'est ce que j'ai dit. Et ce jour-là, quand je diffuserai l'émission, vous aurez absolument tout, à commencer par l'acte de validation de l'UNESCO, première image, première seconde de l'émission. Allez. J'arrête là-dessus et j'espère qu'on se reverra pour une nouvelle émission, vous verrez bien. Hein. Voilà, vous savez à peu près quel type je suis maintenant. Pour ceux qui sont nouveaux, j'espère que ça vous a plu de discuter avec moi et d'échanger avec moi. Pour les autres, je suis désolé si vous êtes venu en espion pour rapporter à jamais. Mais écoutez, vous lui dites que voilà. Je peux pas dire plus. Cet ancien artefact peut produire des champs énergétiques. C'est par son mouvement que l'énergie est produite. Nous ne savons que bien peu de choses sur son principe actif. Et il est certain que vers un avenir prometteur, il nous portera. Poursuivant l'étude méthodique du papyrus, nous découvrons de part et d'autre du Djed, Isis et Nephthys, les sœurs nommées les 2 divines, à genoux sur le signe Neb, communément appelé le signe d'or. Mal connu, il ressemble à un petit banc fait d'osier pour le moins curieux. Si l'on bascule le dessin à la verticale et qu'on oublie un instant la version précédente, on peut le soumettre à un technicien radio. Il y verra le schéma d'un écouteur ou d'un haut-parleur avec les 2 bobinages et leur noyau de fer reposant sur une membrane. Il y remarquera même une animation au sens d'une pression, d'une émission, d'une évocation sonore, par les petites larmes paraissant exprimer le rayonnement du son. Si on accepte ce postulat qu'une civilisation exogène soit arrivée à un moment donné ou à plusieurs moments sur notre planète, qu'elles aient pu modifier notre génome, je pense que oui, on a été plus ou moins programmé pour une espèce d'autodestruction. Et que cette autodestruction ne va pas se faire en 2 temps 3 mouvements, mais qu'elle passe justement par toutes ces phases, l'agriculture en faisant partie. Je pense qu'on n'a pas choisi de devenir agriculteur, on l'a été par la force des choses. Donc je l'explique beaucoup plus longuement dans mon 3e essai, qui est déjà paru. Donc si ça vous intéresse de le lire, allez-y. Je le montre d'ailleurs. Vous comprendrez mieux ma façon de voir les choses, mais je vais en parler longuement dans mon 4e, voilà, dans celui-ci, à la lumière de la science. Il y a un chapitre vraiment consacré au fait que l'homme est vraiment a été modifié, mais peut-être pas pour son bien. Voilà, pas pour son bien. Et qu'en le modifiant, dès que de toute façon, même si on parle génétiquement parlant, dès qu'on modifie un gène, quel qu'il soit, automatiquement, on va avoir une dérive d'autres gènes qui vont partir. Voilà, la nature. Ça paraît étonnant, mais la nature est allergique à la perfection. Donc, si on veut perfectionner un être, quel qu'il soit, on n'y arrivera pas. Et c'est maintenant, mon ami, que l'on va lire le message directement dans la Grande Pyramide. Mais pour ça,
il va falloir utiliser le langage symbolique des runes. Les runes ? C'est l'écriture symbolique utilisée par les anciens bâtisseurs, une écriture spécialement adaptée pour être gravée dans la pierre, puisqu'elle est faite de lignes droites uniquement. Ah oui, et d'où la connaît-on cette écriture ? On la connaît grâce aux Vikings, qui furent les derniers à utiliser cette écriture. Donc, dépêchez-vous, dépêchez-vous de partager avant que ce soit censuré. Dépêchez-vous, enfin bref. Et non, je ne suis pas censuré. Et non, c'est parce que ce que je dis, c'est de la merde. Par exemple, les grottes de Barabar dont je parle dans BAM sont faites à la main. On voit que c'est fait à la main, mais avec une exigence de précision qui dépasse le fait de réaliser des choses à la main. C'est ça qui pose problème. Salut, c'est quoi ton prénom? Alors mon prénom c'est Didier. Didier, voilà. Enchanté Didier. Enchanté aussi. Donc voilà, tu as parlé tout à l'heure au micro. Oui. Et on venait d'arriver, donc si tu pourrais nous redire un peu. Absolument. Nous répéter un peu. Alors c'est un message qui s'adresse à tout le monde, que ce soit en France ou sur toute la terre. C'est un message d'amour et ça serait bien qu'il soit relayé. D'accord. Voilà, j'y vais. D'accord, vas-y. Mes amis, citoyens du monde, la situation que nous traversons, malgré les souffrances qu'elle entraîne, a quand même du bon. Elle montre les dérives d'un système en lequel beaucoup de gens ont placé leur confiance pendant trop longtemps. C'est-à-dire le système basé sur l'exercice du pouvoir par une élite. Cela fait donc des millénaires que les peuples sont soumis à des pouvoirs. Des Covid-19, il y en a eu sous diverses formes tout au long de l'histoire. Nous souffrons tous de cet état de choses, car l'être humain a été créé pour être libre et pour aimer, comme l'oiseau a été créé libre pour voler. Dans une cage, il survit tout juste, puis il se laisse mourir avant l'heure. Nous avons été confinés depuis trop longtemps dans une cage dorée, parfois même sans nous en apercevoir. Mais maintenant, dans une tentative de suprématie planétaire, les puissants veulent asservir tous les peuples dans tous les domaines et cela devient évident. Malgré leur extrême habileté à gouverner, ils nous font croire que toutes les décisions prises le sont pour notre bien. C'est faux. Et ceux qui ne les appliquent pas ne s'apparentent à des réactionnaires irresponsables et égoïstes. Mais leur supercherie est maintenant révélée. De plus en plus de gens se réveillent de leur profonde torpeur. Si nous ne nous libérons pas, nous resterons prisonniers d'un système totalitaire qui nous enlèvera toute autonomie. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non, libérons-nous. Mais se libérer ne signifie pas instaurer une révolution qui consiste à remplacer un pouvoir corrompu par un autre. Nous devons évoluer. Cette crise nous donne la formidable opportunité de remettre en question nos conditionnements, nos peurs, pour aller vers ce quoi nous avons été créés, l'amour pour tous, l'amour pour les autres. Sortons de notre inertie, de notre paresse, de notre victimisation, réinventons la vie à la hauteur de nos espérances. Construisons déjà maintenant le monde que nous appelons tous de nos voeux. N'attendons pas que la situation politique change éventuellement un jour. Réveillons en nous les forces vives de la co-création, de l'espérance, de la joie, du bonheur. Cela passe parfois par la désobéissance, car les puissants ne peuvent rien si le peuple n'obéit pas à leurs directives. Gandhi disait que la seule réponse possible à un gouvernement corrompu était la désobéissance civile. L'avènement d'un monde meilleur passe aussi par une phase d'introspection qui révélera les côtés sombres de notre personnalité qui ont contribué à créer cette société, comme le conformisme, la paresse, la médiocrité, la crédulité. Mais cette lucidité bienveillante révélera aussi nos côtés lumineux. Personne n'est parfait sur cette terre. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui ont choisi de nous asservir, de nous manipuler, de nous mentir, de nous éliminer même par tous les moyens, si nous jugeons leurs actes et que nous nous vengeons, nous ne serons pas meilleurs qu'eux. Nous entrons dans la vengeance sans fin, il faut la stopper. Montrons l'exemple en nous libérant vraiment de toute rancune, de toute haine, et ainsi nous parviendrons à construire un monde fait de beauté et d'amour. Tout changement réel et profond commence par soi, au fond de son cœur, et personne ne peut le faire à notre place. Alors que chacun s'interroge sur son état d'esprit et qu'il se demande s'il est en paix avec lui-même et avec les autres, et surtout s'il est en paix avec ceux qui ne partagent pas ses convictions. N'ayez pas peur, le mal dont vous cessez d'avoir peur est déjà comme vaincu au fond de vous.
Où meurt votre peur, renaît la vie. Le monde n'est jamais loin de changer dès que vous n'en avez plus peur. Unissons le bien que nous avons en commun et créons le bonheur sur terre. La source de ce que je viens de vous dire. Ce texte a été lu en Suisse à Neuchâtel il y a 2 mois. La source, un homme qui s'appelle Michel Poté, âgé de 92 ans. Il a un blog, michelpotéblog.net. Bonne découverte. Ce n'est pas ce que vous croyez qui vous sauvera, c'est uniquement ce que vous faites. Vous pouvez croire aux cailloux, vous pouvez être juif, chrétien, musulman, athée, bouddhiste. Peu importe, politique, religieux, ça n'a aucune importance. Renoncez au mal, faites le bien, soyez ce que je dirais moi des pénitents. Aimez-vous les uns les autres. Bravo, bravo, franchement, bravo, c'est super. Franchement, bravo, il est magnifique ton texte. C'est quoi ton prénom ? Tina. Tina, alors salut Tina. Donc on t'a vu tout à l'heure parler, tu as un gilet jaune. Qu'est-ce que tu revendiques toi aujourd'hui ? Je revendique le vaccin, je suis pour tout corps confondu. Moi je suis négative au vaccin et je ne me ferai pas vacciner. Je veux pas qu'on m'injecte n'importe quoi dans mon corps. Je suis libre de mon corps, de faire ce que je veux. Jusqu'à maintenant j'ai 64 ans, je n'ai jamais eu de problème de santé, je fais beaucoup de sport et je ne veux pas mettre ce vaccin et je le sens pas. Je ne suis pas une peureuse mais je le sens pas et j'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant je vais très bien. Pendant le Covid j'ai travaillé et je n'ai rien attrapé, tant mieux pour moi, mais j'ai fait quelques tests. Mais voilà, mais je suis contre, mes enfants aussi. Et comme tout le monde ici, hein, je pense. Par contre, j'ai vu des infirmières, des aides-soignantes pleurer qui veulent démissionner. Je ne suis pas d'accord, il ne faut pas lâcher, il faut rester unis et on y arrivera. Il faut surtout pas démissionner, c'est ça que... C'est ça, parce qu'il faut ou se mettre en maladie ou se mettre en dépression. Au moins, on gagnera, mais il faut gagner, on y arrivera. Exactement, il faut gagner. Alors, tu seras dans la prochaine manifestation de cet après-midi aussi ? Celle de 14h, oui, j'y serai, voilà. Ok, donc on va te revoir avec... Et il y en a une grosse le mercredi, le samedi, je crois, 27, à place Masséna. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde parce que j'ai su ça, qu'il va y avoir les familles, les enfants, beaucoup d'infirmiers, infirmières, médecins. Ah, ça c'est bon à noter, à savoir alors. Parce que là, on est nombreux, plus nombreux que mercredi matin, mercredi soir. Mais par contre, je peux vous dire qu'il y a tout corps confondu, c'est-à-dire il y a des policiers en civil, il y a des pompiers en civil, il y a des infirmières, il y a des gens de l'éducation. Alors tout à l'heure, il y a un gars qui travaille dans une pharmacie là, qui a dansé avec nous là. C'est magnifique ça. Ça c'est magnifique, magnifique. Magnifique. Il y a des avocats, hein, je peux vous dire aussi qu'il y a des avocats. Ils n'ont pas mis la robe, mais ils sont présents. Et vous avez vu, il y a eu le père Stéphane, ce curé qui a marié et baptisé mes enfants. Et croyez-moi, il était dans la vallée du Paillon, il a fait partie de l'église de l'Ariane. Et maintenant, il m'a dit qu'il était dans les bureaux. D'accord, ok. Donc oui, il y a quand même du beau monde. Hein. Il y a quand même... Donc je pense que Dieu nous aidera. C'est ça. Et... Merci Tina pour ta petite explication et ton témoignage. Et on espère que ça va faire bouger les choses, bien évidemment. De rien, merci à vous et surtout rien lâcher. Il faut rien lâcher, voilà, il faut continuer, exactement. Les gens, on ne leur apprend pas à être en bonne santé. L'école en a rien à foutre. Et là, on nous fait croire que le gouvernement est en train de stopper toute l'économie pour un petit virus qui s'attaque à une petite partie de la population qui a déjà des pathologies, etc. Donc ça, c'est la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille où je me suis dit, il y a anguille sous roche. Pour ne pas dire éléphant dans le salon, quoi. Donc là, tout ce qui se passe, il n'y a aucune cohérence. Maintenant, on oblige les gens à se vacciner, à se faire vacciner. On a déjà plein de vaccins obligatoires. Hein. Les 11 vaccins obligatoires sont passés pour les enfants, ce qui est un scandale, déjà. C'est un scandale puisqu'on les impose dès le 2e mois, alors que la maturité du système immunitaire n'intervient qu'entre 18 et 24 mois. Voilà. C'est un non-sens, ça n'a aucun sens. Et puis on les vaccine pour l'hépatite B. Comment les gamins peuvent attraper l'hépatite B? C'est un exemple, hein. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Donc en réalité, tout ce système de la sécurité, de la santé qui fonctionne en France, c'est un business, c'est une spirale infernale. On dépense d'argent, alors on est fiers de notre système de santé, mais moi j'en ai honte. Je voudrais me désolidariser si je pouvais le système de la santé française. Les médecins,
Et je vais pas les mettre tous dans le même panier parce qu'il y a des gens qui se mettent maintenant, qui deviennent naturopathes, qui se recentrent sur les vrais problèmes. Mais les médecins, il y a beaucoup d'incompétents. Et en fait, c'est pas qu'ils sont incompétents, c'est qu'ils ont des protocoles à suivre. Ils ont des protocoles à suivre, sinon ils sont rayés de l'ordre des médecins. Donc en réalité, ils peuvent même pas parler. Il y en a aucun qui s'exprime à part ceux qu'on fait passer pour des fous, genre professeur Raoult, Louis Fouché, etc. Voilà. Après, moi, je suis pas scientifique, je suis pas médecin, mais je regarde juste ce qui se passe autour de moi. En 1 an et demi, là maintenant, de pandémie, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien n'a changé. La seule chose qui change, c'est que nos libertés fondamentales sont en train de disparaître. Petit à petit, on essaye de nous fliquer de partout. Moi, j'en appelle juste aux gens à réfléchir, à se poser les bonnes questions au sens des choses, à repenser les choses. Il y a des choses, on les remet plus en question. Je vais vous donner un exemple stupide. Mais pourquoi au Maghreb, la nourriture principale, c'est de la semoule ? Qui a dit qu'il fallait manger de la semoule ? Pourquoi ils mangent tous de la semoule ? Pourquoi ils ont tous des problèmes de cholestérol, de diabète ? Pourquoi chez nous, on mange du pain, du blé tout le temps, sans arrêt, des pâtes, etc. Posez-vous les bonnes questions, c'est mauvais pour nous. Voilà. Donc nos systèmes immunitaires, ils sont amoindris. Les gens ne savent pas ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Et si tout le monde faisait les choses qu'il fallait, aller voir les personnes qu'il faut pour se faire conseiller, en réalité, il n'y aurait pas de problème d'immunité, pas de problème de Covid, pas de problème de grippe même. Voilà. Donc moi, je mets le Covid avec la grippe, peu importe. Et donc, voilà, grosso modo, je suis contre tout ce qui se passe en ce moment. Et relativement révoltée, voilà. Je dis relativement pour pas aller trop loin. L'été, comme tout le monde, on m'a fait croire pour la croissance qu'il fallait manger du yaourt, qu'il fallait consommer du lait, des vaches, etc. Et puis donc voilà, j'ai eu un cancer de l'intestin très jeune. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe à un moment donné ? J'ai déclenché une maladie de peau en simultané. La peau de la main droite ne tenait plus. Où on m'a mis sous cortisone, facilité, pendant 2 ans. Et puis après, j'ai eu la chance de commencer à tomber sur les vidéos du professeur Henri Joyeux, qui expliquait pour les laitages. Et de ce jour-là, j'ai arrêté, j'ai plus jamais eu de problème de santé et je suis en pleine forme. Génial, il faut que ça continue. Ouais, voilà. Non, mais moi, c'est sûr que l'alimentation, c'est le carburant que notre corps a. Et de tout petit, on est mal éduqué, mais parce que c'est des habitudes, il y a des lobbying autour de tous les produits, des produits préfabriqués. Est-ce que c'est normal d'aller consommer le lait de la vache ? Est-ce que c'est normal de manger du sucre raffiné de betterave ? Hein ? Il y a des pays, j'ai été choquée, j'ai visité par exemple l'île Maurice. Ils sont producteurs, exportateurs de sucre de canne à sucre. Oui. Du sucre de meilleure qualité que le sucre raffiné de betterave. Et eux font venir du sucre d'Australie et consomment énormément de sucre là-bas. Ils ont développé des pathologies. Ah mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ne dépassent pas 60 ans. Déjà, ils ont une durée de vie qui est très très courte. Mais surtout, en réalité, ils sont séniles à 55 ans, quoi. À 55 ans, ils perdent la tête. Et là, on est en train de... Alors, il y a plein de gens qui perdent la tête, qui ont Alzheimer, etc. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Mais c'est beaucoup dans les pays où, finalement, l'alimentation est très... comme chez nous, quoi. Avec beaucoup de sucre lent, comme vous disiez tout à l'heure, etc. Parce que tant que tout le monde continue à manger des pâtes sans se poser de questions, c'est qu'il y a un problème. Absolument. Voilà. Donc écoute, bonjour Jeanne, Jeanne Garibaldi, c'est comme ça que tu t'appelles. On te voit depuis tout à l'heure, tu as parlé devant le public, tu réponds un peu aux questions des gens, tu nous interpelles, donc tu es dans le mouvement, tu t'occupes un peu de tout, tu fais quoi exactement ? Alors moi je suis dans le mouvement, je suis solidaire avec tous les gens qui sont contre les mesures liberticides qui sont en train d'être votées, enfin pas encore, mais qu'on essaye de nous imposer. Et oui, je pense qu'il est important pour les Français de se soulever aujourd'hui contre ce qui se passe en fait. L'obligation vaccinale, la privation de liberté qui s'installe petit à petit, à petits pas sournois, voilà. Sous prétexte de cette pandémie que je peux dire encore aujourd'hui, moi j'observe aucun changement depuis 1 an et demi dans ce qui se passe dans mon entourage. Donc au départ j'ai été cataloguée de complotiste quand je disais oui un jour il y aura le pass vaccinal. Il y a 1 an on en parlait, tout le monde criait au complot, etc. Maintenant que ça arrive, je trouve qu'on est nombreux mais on ne l'est pas encore par rapport au nombre de gens qui ont dit mais non ça n'arrivera jamais, etc. Et là on voit les choses arriver petit à petit et voilà ce qui se passe, quoi. Ouais. Comme je le dis, ce qu'on redoutait l'année dernière, c'est en train d'arriver, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis content de voir qu'il y a des gens comme toi qui se battent. Je trouve pas d'autres mots, qui se battent et qui disent comme ça des vérités. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi. On essaye. C'est pas souvent facile, mais on le fait. On se fait attaquer. Mais ce qu'il faut, c'est se battre en fait dans sa façon de vivre au quotidien, en fait.
Il faut se battre contre ça, voilà, les appareils connectés. Hein. Moi, j'ai jamais eu de téléphone connecté. Je viens de changer mon téléphone il y a 2 semaines ou 3 semaines. Il est de 2005, voilà. Moi, j'invite tout le monde à avoir un truc comme ça. Là. Voilà, et moi, j'invite tous les Français à reprendre leur indépendance et leur souveraineté et arrêter d'être connectés partout, voilà. Pour pas qu'on puisse être pisté. J'invite aussi, ce que je disais tout à l'heure, les Français à payer en espèces, c'est-à-dire à utiliser leur carte bleue pour aller retirer de l'espèce et payer en espèces les commerçants. C'est la dernière liberté que nous avons parce que pour l'instant, ils n'ont aucune possibilité de contrôler ce pass vaccinal dans tous les cas. Si on peut encore, par exemple, payer un resto en espèces parce qu'ils ne vont pas mettre la police à venir rentrer dans les restaurants, vérifier si tous les gens sont vaccinés ou pas. Donc on nous met une pression énorme pour dire que ces choses-là vont arriver, ce qui convainc pas mal de gens à déjà se faire vacciner alors que les choses ne sont pas encore votées. Donc je veux dire, si tout le monde décide déjà d'aller se faire vacciner sans protester, ce sera plus facile pour les gens qui veulent décider de ces mesures de les mettre en place en réalité. Voilà, donc Macron voudrait avoir 95% de la population vaccinée. Moi je pense, et j'ai l'espoir de croire qu'il y a encore au moins une petite trentaine de pourcents de Français qui sont contre. D'ailleurs aujourd'hui on voit des gens qui sont jamais venus auparavant aux manifestations et qui en réalité s'offusquent juste de l'obligation d'être vaccinés, en plus avec des vaccins dont aucun labo ne va endosser la responsabilité s'il y a des problèmes, des effets secondaires. Et je tiens à dire encore une chose, moi je me base juste sur des choses que je connais, je ne suis pas scientifique donc je ne peux pas juger du virus, etc. J'ai pas d'avis spécialement là-dessus. Moi, je côtoie énormément de monde, plus de monde encore qu'il y a 1 an auparavant, où tous les gens étaient confinés, on les a enfermés chez eux, ils n'ont plus discuté avec les gens, etc. Il y a eu moins d'échanges et les gens ne voient pas vraiment ce qui se passe. Concrètement, je connais aujourd'hui aucune personne décédée du Covid, si ce n'est un curé qu'on a déclaré décédé du Covid, qui avait 80 ans passés, et qui était hautement diabétique et qui avait du cholestérol. Il a failli mourir en juillet dernier, il est décédé en décembre. On a dit qu'il était mort du Covid, je ne l'ai pas vu juste avant qu'il meure pour savoir s'il avait le Covid ou pas. Mais à ce jour, je connais une personne de 59 ans qui vient d'être vaccinée, qui a fait un AVC dans les 10 jours du vaccin, moins de 10 jours du vaccin. J'ai rencontré 2 personnes qui ont fait des thromboses, mais ça c'est pas un secret, il y a beaucoup plus de gens qui commencent à le savoir. Il y a un monsieur qui est parti faire le GR20, qui était en pleine forme, 60 ans, qui est morte d'un arrêt cardiaque. Voilà, sur le GR20 encore, sa famille pourrait aussi témoigner. Et puis... Mais là, je te coupe. Là, tout à l'heure, tu parlais, on a croisé une dame qui nous a dit d'entrée de jeu, ma fille, elle s'est fait le vaccin et elle n'est pas bien depuis 2 semaines, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. On l'a incité à aller témoigner sur la place publique. Ouais. Elle a dit que sa fille de 18 ans s'était fait vacciner, était très très mal depuis le vaccin. Mais il y a aussi beaucoup de soignants qui ont déjà été vaccinés et qui ont fait aussi des réactions, ont développé des genres de grosses grippes après le vaccin, etc. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vécu. Après, tout dépend toujours, je pense, de l'immunité, du système immunitaire. Et donc, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Voilà. Mais le vaccin en lui-même, ce qu'il produit, peut-être qu'il aura des effets dans 2-3 ans. Moi, je ne veux pas prendre et encourir le risque de me faire injecter un produit qui aura des répercussions jusqu'à la fin de ma vie. Parce que le produit en lui-même, il ne reste pas. Mais les répercussions de ce qu'on vous injecte dans le corps, on les aura jusqu'à la fin de notre vie. Pour quelque chose au final sur lequel on n'a pas de recul sur ce vaccin. Voilà. Et aujourd'hui, il faut le dire encore une fois, aucun jeune ne meurt du coronavirus, aucune personne qui n'a pas de pathologie, c'est très très rare, des gens qui a priori développent des formes graves du coronavirus sans pathologie. Surtout qu'on a des traitements comme on a des traitements, alors ça voilà, je suis pas encore apte à juger de s'ils fonctionnent ou pas, etc. Moi je crois ce que je vois, c'est juste ça, c'est que je vois personne. J'ai connu énormément de gens qui ont été testés au coronavirus positif. Énormément de gens qui n'ont rien senti du tout. Je connais une personne qui a perdu l'odorat, oui. Une qui a perdu sur long terme l'odorat. Et je connais aucune personne qui a développé une forme grave de quoi que ce soit. Voilà. Effectivement, de notre côté aussi, on a des gens comme ça qui ont eu des symptômes, mais pas aussi violents que comme on te le dit à la télé. Mais écoute, Jeanne, je te remercie pour cette petite interview. On va pas te retenir plus longtemps parce qu'on va se mettre dans le mouvement. Et puis continue ce que tu fais, on est avec toi. Merci beaucoup, merci à vous, bonne fin de journée. Merci. Liberté, liberté, allez avec nous. Liberté, c'est maintenant. Allez, liberté, liberté. Messieurs, dames, avant le QR code, et venez avec nous. Pour les gamins, allez, bougez-vous, messieurs.
Bon appétit. Et venez avec nous après le repas. Bon appétit à tous. Ça, c'est le dernier repas que vous faites avant le QR code. Sinon, messieurs, dames, venez avec nous après. Il faut arrêter. Arrêtez d'être asservis, les fortiers. On n'est pas des moutons. Arrêtez d'avoir peur. Par l'enquête d'investigation du journaliste Philippe Aimard sur tous les méandres qui entourent cette pseudo-pandémie. Car oui, depuis ce qui est incroyable, quand vous pouvez le... Comme vous pouvez le constater, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout et tout le monde s'en fout. Regardez, hop, tout le monde s'en fout. Voilà. Savez-vous que juste avant la pandémie, le groupe de médecins qui détenait la seule usine de chloroquine au Canada ont été assassinés? Que la seule usine en Asie, la plus grosse, qui fabriquait de la chloroquine, a été mystérieusement explosé. Et que la seule entreprise en France qui fabriquait la chloroquine a été liquidée comme par hasard. Nous nous sommes perdus en plein milieu d'une forêt, loin des ondes. Ici, une équipe de scientifiques cherche à en savoir un peu plus sur ce vaccin. Vous avez été vacciné avec quel vaccin? Moderna. Vacciné en juillet. Par quel type de vaccin? Pfizer. Vous avez fait des tests antigéniques ou PCR? J'ai beaucoup fait, ouais. Combien à peu près? Oh, une dizaine à peu près. Une dose? Une dose parce que j'ai eu le Covid en décembre 2020. Vous avez des objets connectés, téléphone, montre? Sur moi? Oui. Non, j'ai tout laissé. Vous approuvez le fait de participer à l'expérience? Ah oui. Qui veulent tous partir, puis je pense qu'il y en a qui ont un petit peu peur du coup. De connaître les résultats aussi. Il y en a 2 qui sont partis parce qu'ils avaient peur. Pourquoi vous avez accepté de faire ce test? Je me demandais gentiment. Je ne suis pas anti-vax, je ne suis pas pro-vax. Ouais, il est généré, on sait pas. En tout cas, c'est inexplicable aujourd'hui. C'est pas naturel, c'est contre nature. Une personne ne doit pas mettre en cause. Le but de cette expérience était en fait de pouvoir étudier le champ électromagnétique à travers que pouvaient émettre certains vaccinés. Suite à différents travaux qui ont été présentés, qui ont été menés en Espagne, en Argentine ou dans d'autres pays, on a constaté que certains vaccinés émettaient des fréquences calquées sur les plages des fréquences Bluetooth. Donc le but c'était de comprendre, de pouvoir quantifier et avoir une première idée peut-être de ce qui se passe ou pas. En fait, les nanotechnologies qui sont utilisées sont vraiment à l'échelle presque de la cellule. Donc en fait, ces nanoparticules peuvent très bien pénétrer une cellule. En sachant que de toute façon, on a forcément quelques années de retard au niveau d'information par rapport à ces technologies puisqu'elles sont brevetées, elles sont classifiées, elles sont tenues beaucoup secret défense. Cette injection expérimentale sur plusieurs milliards de personnes n'aurait jamais été rendue possible sans la complicité active ou passive des 3 grandes agences de presse mondiales, relayées par tous les médias à l'unisson. Ouais. Moi, si je puis me permettre, moi je suis pas fan d'Alien Theory, pas par jalousie, parce qu'on pourrait dire c'est un réalisateur, donc il n'est pas content du travail des autres. Mais c'est parce que, d'abord, je le sais par plusieurs personnes qui sont passées dans l'émission, Chris Dunn, Graham Hancock et tout, que c'est pas très honnête la manière de faire, que tu peux parler pendant une demi-heure et qu'on va retenir juste la minute qui va faire que, ce dont on pourrait m'accuser sur BAM. Mais c'est aussi qu'il y a des raccourcis qui sont... il y a plein de choses qui sont fausses. On est un peu là pour démontrer à chaque fois, regardez, vous voyez bien que c'est les extraterrestres, c'est impossible, etc. Et ça donne une vision assez grossière de tout. C'est déjà suffisamment sensationnel sans qu'on ait pour autant besoin de encore en rajouter et en faire des caisses. Voilà. Donc je trouve pas ça très rigoureux et je trouve que ça fait presque plus de mal au sujet que de bien. Voilà, ça c'est mon point de vue. Ouais, mais ça c'est assez évident que c'est très grand public. C'est-à-dire qu'en fait on est dans le mythe, dans la légende, plus que presque de l'information. Mais quand tu fais du sport, c'est assez agréable.
en fait. Oui, Parce que oui, tu te c'est prends pas sûr. la tête, quoi. Ouais, ouais, Ils ouais. acceptent quand même des choses comme des vérités. C'est ça. L'histoire des menhirs, carrément, les menhirs, c'est la 5G, quoi. Donc, paf, Quoi ça correspond avec les extraterrestres. Ils font des raccourcis qui Voilà. sont quand même assez Alors, j'ai trouvé très fort que des pierres puissent correspondre comme ça avec l'univers. Alors, la prise de conscience a été quelqu'un parmi le public habituel, on ne connaît pas tout le monde, m'a écrit en disant « Bonjour, je suis avec intérêt vos travaux qui me passionnent, mais pour des raisons professionnelles, je dois rester discret. Cependant, j'ai accès à certaines informations. Cette photo viendra confirmer ce que je vais vous révéler. Suite à vos missives agressives, qui traitaient donc Pouillard de voleur, d'escroc, etc., Pouillard a décidé de vous enterrer, selon ses mots. Il ignorait qu'on ait des graines. Vous savez, on les met en terre et elles poussent toutes seules, après, plus besoin de... Donc... En sollicitant les nettoyeurs de mythes, c'est le nom que se donne un abruti de troll, hein. Heureusement qu'on n'est pas enrhumé, donc c'est l'homme à lunettes sur la photo, pour faire un documentaire afin de débunker votre film. Débunker, c'est un terme américain, debunk, c'est déboulonner dans le sens littéral, c'est-à-dire casser la santé, la vie, la famille de quiconque est visé. Bon courage, monsieur Grimaud, la vérité est parfois un chemin sinueux. Vous voyez, à droite, je n'avais à cette époque, à cause du bannissement permanent de ma personne sur les réseaux sociaux, aucun moyen de dire ce qui se passait. On va dans un instant évoquer Derrine Coyot quand même avec François, mais justement les réseaux sociaux, ça donne quoi? Oui, toujours beaucoup de discussions. Il y a Passé Recomposé qui dit « C'est bien gentil de vouloir faire un documentaire sur Barabar, mais se contenter de faire des scans sans prendre le temps de s'instruire sur le sujet, c'est assez particulier comme démarche. » Voilà, Se contenter de passer son temps à faire des messages sur Internet, Voilà, pour critiquer ce que exactement, font les autres, c'est aussi pas terrible. Mais bon, après chacun voit midi à sa porte. Ensuite, les grottes, quelqu'un, c'est Véronique qui dit « Si ces grottes auraient pu servir pour entrer en transe. » Ça pourrait, ça pourrait, par le son, par les le son, états parce qu'on modifiés voit le de tambour conscience, faire, encore c'est une ça. fois, les états modifiés de conscience. Bien sûr. En l'absence de toute contradiction, des citoyens se sont organisés. Ils se sont fait enquêteurs, c'est le cas de Michael. En fait, j'ai vu le truc venir déjà depuis longtemps, depuis le début, en fait, dès le début, comme un éléphant en plein milieu en fait du salon, quoi. C'est trop gros, en fait, c'est trop gros. C'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Du coup, j'ai fait des recherches, j'ai commencé à chercher sur Internet. J'ai lu des articles, pas sur Le Monde ou TF1. Hein. Je cherche moi-même mes infos, hein, par exemple, notamment sur le réseau Sentinelle. C'est un organisme d'État. Hein, il y a l'INSERM, il y a des gros organismes officiels derrière. Ben moi, j'ai trouvé, si on fait la moyenne des 2 années, on est à 31 cas de Covid sur 100 000 habitants. Si on cumule l'année 2020 et 2021. Ce document officiel corrobore les recherches du jeune homme. Page 2, un chiffre remet tout en cause. À commencer par la psychose générée par les médias. En 2020, les patients Covid n'ont représenté que 2% de l'ensemble des patients hospitalisés. Alors je me suis dit, je vais écrire aux députés et tous les sénateurs et à tous les députés pour informer de ça en fait. Parce que ni à la télé ni nulle part, on en parle. Dans ce second volet, nous essaierons de trouver des réponses à des questions qui nous paraissent évidentes. Pourquoi le célèbre Institut Pasteur Sanofi s'est-il abstenu de sortir un vaccin alors que depuis 20 ans il a déposé plusieurs brevets sur le SARS-CoV et qu'il maîtrise parfaitement la protéine Spike? Est-ce parce que les revenus de ces brevets suffisent à contenter le groupe Sanofi auquel il appartient? Combien ces brevets ont-ils rapporté au groupe en 2019-2020? Ou est-ce parce que les conflits d'intérêts auraient été un peu trop visibles? Nous vous inviterons aussi à lever vos têtes, non pas pour crier au complot, mais juste pour constater que nos élites veillent bien sur nous. Professeur Raoult, est-ce que vous avez suivi la visite du chef de l'État la semaine dernière à Marseille? Je vous dis cela parce qu'il a parlé de vous. Emmanuel Macron s'est demandé si vous n'aviez pas, peut-être, pu créer des phénomènes de rejet de la vaccination contre le Covid-19. Donc apparemment, c'est un ressenti partagé même par vous ceux êtes qui vous tordu, apprécient. monsieur, vous êtes tordu. Le président a commencé par dire qu'il avait de l'estime pour mon travail scientifique. En tant que grand il avait de l'estime scientifique, pour mon travail. En tant que grand scientifique. Oui. Et là, vous êtes tordu, c'est-à-dire que vous faites comme d'habitude, et on va s'arrêter tout de suite, comme d'habitude, les journalistes, vous tirez le petit bout qui vous intéresse pour essayer de jeter de l'huile sur le feu. Encore une fois, il suffit de dire et d'écouter ce que je dis pour savoir ce que j'ai à dire. Et donc, je ne joue pas à ce jeu.
Alors, si vous avez une question intelligente à me poser qui concerne la science, je veux bien... Non, écoutez-moi. Non, je vais vous poser une question sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire. Aujourd'hui, posez-moi des questions scientifiques, je vous répondrai. Le reste, vos cancanages, là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse jamais. Je vous pose une question sur le plan sanitaire, professeur. Ça incite les gens à cancaner avec vous, ça ne m'intéresse pas. Donc sur le plan sanitaire, quel constat faites-vous aujourd'hui sur le plan sanitaire au niveau de la crise sanitaire? Face aux nombreux variants, ce que vous conseillez aux Français de se vacciner, tout simplement, en tant que médecin? Non mais attendez, c'est pas à moi de décider de la politique vaccinale. Non, en tant que médecin, votre conseil. Vous me laissez parler et répondre, oui ou non? Je vous laisse parler, professeur Raoult. Oh, mais ça suffit. Alors, vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Allez-y, vous reste encore une minute. De m'ennuyer, mais c'est infernal. Non, mais c'est infernal, on s'arrête. Allez, c'est infernal, ça suffit. Je vous ai posé une question, professeur Raoult. Vous avez encore 30 secondes pour répondre. Il faut poser des questions simples et me laisser répondre. Non, je vous réponds pas. Allez, ça suffit. Bien, merci, professeur Raoult, d'avoir quand même tenté. Et que vous me laisserez le temps de répondre, je vous répondrai. Merci, professeur Raoult, d'avoir essayé de répondre à certaines questions.